Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mara Libya pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus, vos programmes sur nos réseaux sociaux, notamment la page YouTube. Au programme ce soir, diplomatie. Nous allons revenir notamment sur cette rencontre, puisque hier, mardi, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, a reçu le chef du commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Africom précisément, le général d'armée Michael Langley. Alors, à savoir que le commandement des États-Unis pour l'Afrique, ou dit Africom, est un commandement unifié pour l'Afrique, créé notamment par le département de la défense américaine en 2007 et qui est entré en fonction en 2008. Il coordonne notamment toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent, donc africain. Vous l'avez compris. Alors, en général, c'est un chef d'état-major responsable des armées, qui est reçu par un chef d'état-major, en l'occurrence Saïd Chengliha, qui était présent hier dans le cadre de ce rendez-vous, mais Abdelmadjid Tebboune était aussi présent. Le directeur du cabinet de la présidence, M. Boualem était aussi présent notamment. Voilà ce qu'a affirmé le chef du commandement américain, le rôle pionnier et pivot de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. On y reviendra sur le terrorisme, c'est un terme qui est énormément utilisé un peu partout, et sachant qu'il y a aussi aujourd'hui certains pays, notamment d'Afrique, qui accusent aussi l'Algérie d'entretenir le terrorisme aussi qui est malheureusement infligé à n'importe quel Algérien aujourd'hui, qui s'exprime notamment via par exemple ce 87 bis, et puis les États-Unis d'Amérique qui sont assez critiqués virulemment aujourd'hui maintenant depuis plusieurs mois, notamment depuis le 7 octobre dernier, avec donc toutes les attaques d'Israël sur notamment la bande de Gaza. Indirectement, certains nomment responsables les États-Unis d'Amérique, puisque c'est le premier fournisseur d'armes à Israël. Donc certains les accusent aussi de terrorisme. On essaiera d'y revenir bien évidemment, mais une grande question se pose aujourd'hui, après 5 ans au pouvoir: quelle diplomatie réelle en Algérie, alors que le chef d'état-major Saïd Chengliha ou encore Abdelmadjid Tebboune, président, a réitéré à maintes reprises depuis maintenant plusieurs mois que l'Algérie avait retrouvé notamment sa place sur l'échiquier international. On va essayer d'y revenir, en quoi réellement cette diplomatie. Il y en a eu, il y a eu des rencontres, le ballet des limousines. Abdelmadjid Tebboune s'est déplacé, a reçu aussi à Vladimir Poutine en le nommant clairement de l'ami de l'humanité. Et oui, c'est assez risible d'entendre ça quand on voit effectivement les dégâts que cause aussi Vladimir Poutine, notamment en Ukraine, mais aussi en Syrie, entre autres. On pourrait les énumérer, par exemple. Voilà un peu le programme ce soir. Avant de donner la parole à nos invités, la diplomatie, c'est aussi le développement de tout un pays. Nos confrères, notamment de Béjaïa City, avaient, il y a quelque temps, fait une étude avec des spécialistes, sachant qu'aux alentours de 1000 milliards de dollars ont été dépensés. Certains parlent de 1000, 1200, mais voilà, nos confrères se sont basés sur ce chiffre de 1000 milliards. Vous allez voir sur ces images, avec 1000 milliards, ce que l'Algérie aurait pu faire sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika pendant 20 ans. Et on viendra sur ce bilan maintenant depuis 5 ans. Est-ce que réellement les choses ont bougé d'un point de vue diplomatique, mais pas que.
Voilà, pour certains, un pays donc qui est en pleine émergence, notamment pour le président algérien, et puis pour d'autres qui ont des difficultés au quotidien depuis plusieurs années, un pays en statu quo qui a du mal à se développer avec de grosses difficultés. La diplomatie, c'est aussi ça, c'est les relations internationales, c'est l'investissement et c'est les intérêts de chaque pays. On va comprendre ce soir quels sont réellement les intérêts pour l'Algérie, notamment suite à cette réception de l'Africom. Avec nous, Karim Kébir. Bonsoir, chers confrères, journalistes en Algérie. Bonsoir, Karim Kébir. Bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci infiniment. Plaisir aussi de le retrouver, spécialiste des questions internationales, analyste politique. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde et aux invités. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue, Gamal Abina. Avec nous aussi, militant politique, Omar El Mortal. Bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Bonsoir à mon ami Kébir et à Gamal. Merci infiniment, messieurs, tous les trois. Premier exercice peut-être un peu difficile, je ne sais pas, mais en 2 minutes chacun, peut-être rapidement, les grandes lignes de la diplomatie algérienne pour Abdelmadjid Tebboune depuis 5 ans. Un pouvoir qui a annoncé clairement à maintes reprises via ses médias que l'Algérie avait retrouvé sa place en termes de puissance, d'intérêt, de développement sur l'échiquier international. Gamal Abina, un mot sur cette diplomatie, on en a tant parlé. On arrive maintenant à 5 semaines de cette fin présidentielle pour Abdelmadjid Tebboune. En 2 minutes, la diplomatie algérienne. Alors, on peut constater effectivement que la diplomatie algérienne sur le plan de l'ONU s'est largement déployée, mais ça, c'est pas une surprise puisqu'ils sont membres non permanents pour 2 ans. Après, il y a effectivement une volonté affichée de redéployer la diplomatie tous azimuts, pas tellement en Afrique malheureusement, mais plutôt à l'international, au niveau européen, au niveau de la question moyen-orientale, mais pas tellement présente en Afrique. C'est peut-être là où on peut dire qu'il y a un bémol. Très bien, vous avez fait moins de 2 minutes. Ça vous ressemble, ça ne m'étonne pas. Omar El Mortal, la diplomatie algérienne, le travail qui a été fait notamment depuis 5 ans. C'est plutôt l'autosatisfaction du pouvoir. Donc moi je ne vois pas des avancées diplomatiques de l'Algérie. L'Algérie peut compter beaucoup plus que ça. Parce que qui dit diplomatie, dit politique économique, stabilité, pour moi, ce n'est pas le cas. Après, la place de l'Algérie, qui devrait être dans les 15 premières puissances économiques mondiales, bien sûr que l'Algérie attire l'attention du monde entier. Après, je ne pense pas que l'Algérie est aussi respectée que cela, malheureusement. Merci, je reviens à vous dans un instant. Nous allons prendre le temps d'entrer en profondeur. Karim Kébir est avec nous, journaliste. Vous avez bien évidemment longtemps évoqué ces questions diplomatiques, des questions d'ordre international depuis maintenant plusieurs années, et puis notamment depuis maintenant l'ère du président actuel, Abdelmadjid Tebboune. D'un point de vue général, vous la situez comment cette diplomatie du côté du pouvoir? Effectivement, il y a une satisfaction totale à chaque fois. Il n'y a même pas de remise en question. C'est plutôt un pays qui a su prendre sa place, et on va essayer de démontrer aussi un peu les difficultés de ce pays qui s'est isolé de plus en plus, qui a peut-être perdu aussi sa place dans la région du Sahel, notamment avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso qui a aussi fait alliance. Votre analyse là-dessus, Karim Kébir? Vous savez, il y avait un constat qui a été fait de toutes les façons après le règne de Bouteflika, que l'Algérie a été tout de même absente pendant plusieurs années, particulièrement depuis son AVC 2013. Donc au niveau du pouvoir, ils ont fait le constat qu'effectivement l'Algérie était absente, particulièrement même des conflits régionaux comme le cas de la Libye. Votre invité l'a bien évoqué aussi, on a complètement oublié l'Afrique qui est un prolongement naturel de l'Algérie, où on devait être assez présent comparé par exemple à ce que fait par exemple le Maroc. Donc il y a cette volonté de redéploiement. Malheureusement, on a cumulé un tel retard, conjugué à des problèmes politiques internes, et tout ça, ça fait que la voie algérienne est quand même passée
un peu moins bien par rapport à il y a quelques années où par exemple, l'Algérie a pu résoudre des conflits, notamment celui de l'Érythrée, par exemple, ou bien un peu plus loin, si on retourne en arrière, celui des otages américains en Iran. Donc voilà, il y a cette volonté de redéploiement. Et malheureusement, avec l'absence qui plusieurs années, et comme je vous l'ai dit, conjuguée à l'absence de visibilité, parce qu'il faut bien le dire que pour les étrangers, l'Algérie demeure tout de même un pays qui n'est pas politiquement assez visible. Donc forcément, parfois on est un peu zappé. Et vous avez dû le constater de même qu'on a eu quand même pas mal de problèmes avec beaucoup de pays, notamment avec l'Espagne, avec le Maroc, avec la France. C'est dû à quoi, Karim Kébir, selon vous c'est dû à quoi vous parlez effectivement d'un manque de visibilité politique? C'est quoi? C'est un système qui arrive en obsolescence? Que c'est un manque aussi de illégitimité à l'intérieur du pays? C'est intéressant quand vous faites cette remarque. Effectivement, c'est peut-être un pays qui politiquement a du mal à être visible, donc à être une force d'action, d'influence. Mais c'est normal. D'abord, vous savez, en diplomatie, de toutes les façons, pour être respecté, vous devez être, vous disposez quand même économiquement un pays quand même assez fort. Il y a bien entendu la stabilité politique, il y a, comme je l'ai dit, une visibilité. Les gens savent à qui ils vont affaire, donc qui peuvent se projeter sur la durée. Par exemple, je pense particulièrement aux investisseurs étrangers quand ils veulent investir et tout ça. Et puis, ça reflète toujours la santé politique interne. Donc voilà, tous ces facteurs, malheureusement, ces derniers temps, l'Algérie a connu quand même beaucoup de développement qui ont un petit peu, si vous voulez, brouillé cette visibilité. Mais effectivement, c'est lié aussi à un problème de légitimité. Et donc, un pouvoir qui manque réellement de légitimité ne peut pas forcément définir une stratégie à long terme concernant la vision de l'Algérie. Même sur le plan doctrinal, l'Algérie demeure toujours tout de même un pays qui essaie de maintenir la ligne du non-alignement, c'est-à-dire ne pas... Donc, c'est ce qu'on a vu de toute façon ces derniers temps avec ses visites en Chine, la Russie. Vous l'avez cité d'ailleurs, il y a aussi les États-Unis et les pays occidentaux. Donc, c'est cette ligne qu'elle essaie de maintenir, mais le problème interne, les problèmes économiques et tout ça ne font pas de nous un pays qui peut avoir encore du poids, comme on l'a vu avec le fait qu'elle a été recalée du BRICS. Transition toute faite, j'allais venir avec Gamal Abina. Effectivement, Gamal Abina, vous venez aussi de parler un peu de cette Afrique qui, je vais peut-être pas reprendre vos termes parce que je les ai pas exactement, mais vous disiez tout à l'heure, il y a eu un bémol, peut-être l'Afrique a été oubliée dans la diplomatie algérienne avant d'aller au-delà, parce qu'il y a aussi d'autres relations à l'international avec l'Occident, le positionnement d'Abdelmadjid Tebboune avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis d'Amérique. Et on sait tout de même que le président algérien est proche, en tout cas, c'est clairement positionné pour la protection notamment des Palestiniens. Expliquez-nous un petit peu, maintenant en prenant un peu le temps effectivement de cette diplomatie. On va revenir sur Africom, mais déjà on pose le terrain parce que j'ai envie de vous dire, ce n'est qu'une visite parmi tant d'autres et on essaie justement via cette visite de voir réellement est-ce que l'Algérie et sa diplomatie a une réelle force de puissance et d'intérêt pour le pays comme elle le dit. Oui, en effet, la question diplomatique algérienne sur l'Afrique, elle a été un petit peu désertée depuis 2015, depuis les accords d'Alger par rapport à la question malienne et à l'Azawad. Donc ils ont essayé d'apporter un terrain d'entente
entre les Maliens, puisque les Touaregs du Mali sont des Maliens, et ils avaient obtenu quelques réussites, on dira, mais ça date quand même, 2015. C'était une négociation qui précédait en plus, qui était antérieure à l'état d'arrêt total de fonctionnement de l'État et de M. Bouteflika. Et il se trouve que la diplomatie a été très forte, ça a été souligné par votre invité, par rapport à la question évidemment éthiopienne, Érythrée, sur des questions sud-africaines aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, sur la question évidemment des otages américains, sur la question effectivement de Carlos avec les avions détournés, tout passait par Alger parce qu'à l'époque, M. Bouteflika était le ministre des Affaires étrangères et donc le plus grand diplomate algérien en poste qui a duré quand même très longtemps. Et puis ensuite, il y a eu une sorte de tassement total de la diplomatie dans les années 80 et une disparition dans les années 90. L'Algérie s'était repliée sur elle-même à cause de la guerre civile. Et par la suite, Bouteflika, qui revient aux affaires, essaye de se positionner comme diplomate, mais manifestement, l'ère de Bouteflika, c'est surtout la volonté de ramener la paix civile, de faire en sorte d'investir, de mettre des infrastructures en place. Pour partie, ça a été fait, effectivement. Et la diplomatie africaine, plus ou moins bon an mal an, est oubliée en vérité. Le redéploiement algérien sur l'Afrique, ça commence à redémarrer à partir de l'ère Tebboune, après le Covid, une tentative avec le Mali, l'ouverture des frontières. Et manifestement, il y a des problèmes aujourd'hui qui se positionnent par rapport à l'AES, les États du Sahel qui se sont coalisés en forces militaires et qui, il y a eu des sorties absolument très fortes, voire violentes de la part des autorités maliennes, qui disaient, ce qui était un peu ridicule, quand on sait ce qu'est l'Algérie, que l'Algérie aurait exporté ses terroristes et aurait soutenu les terroristes. Évidemment, quand on parle des terroristes, il parle des djihadistes qui sont dans le nord du Sahel ou jusqu'à Boko Haram. Donc cette diplomatie, à mon sens, a un peu de mal à démarrer parce que ces questions-là sont des questions qui peuvent être facilement déconstruites. Je parle des questions sur lesquelles, l'idéologie sur laquelle l'Algérie serait en train de manœuvrer des groupes djihadistes, ça n'a pas de sens. Quand on sait ce qui s'est passé en 90, ça a encore moins de sens. Mais surtout, on se rend compte que pour l'instant, elle se déploie vraiment à fort sur les questions internationales et palestiniennes, vous l'avez dit, peu sur la question africaine. C'est un petit retard, je pense, au démarrage qui, je pense, est préjudiciable parce qu'il faut quand même se rappeler que le Mali est frontalier de l'Algérie, la Libye, la question libyenne n'est pas réglée, les Algériens essaient de trouver des solutions et manifestement on n'a pas le bon représentant. Donc c'est vrai que ces questions de diplomatie algérienne proactive sur l'Afrique, et c'est dommage, sont et cela n'est pas dû, selon vous, pour reprendre un peu aussi les analyses ou les éléments évoqués par notre confrère journaliste, c'est pas aussi une question peut-être d'instabilité, effectivement, un pays qui a du mal à être visible politiquement, tout de même, vous ne faites pas un lien aussi avec cette politique interne et alors la crise de légitimité. Vous faites référence à la crise de légitimité du pouvoir avec un pouvoir qui serait mal élu. Ces questions-là peuvent se poser pour tous les pays, mais ce qui est une réalité, ce qui a été dit tout à l'heure, et là je rejoins complètement, c'est qu'il y a deux diplomaties possibles. Il y a celle effectivement politique classique qu'on connaît dans les démocraties. Dans les pays du Sud, c'est beaucoup moins présent. La Chine n'est pas une démocratie, pour autant elle a une très forte diplomatie. On l'a vu récemment avec les Palestiniens et puis encore avant avec l'Arabie et l'Iran. Mais c'est l'autre diplomatie qui m'intéresse, c'est deux autres volets, à savoir la diplomatie du portefeuille. C'est qu'une grande puissance économique a un poids diplomatique de loin plus important. Il suffit de voir la Suisse, par exemple, et une grande puissance militaire a une diplomatie importante. C'est-à-dire qu'elle est capable d'influencer sa région et de porter sa voix à l'international. L'Algérie ne répond pour l'instant pas à ces deux critères. Ça commence sans doute, on espère, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, effectivement, les grandes diplomaties mondiales, elles ne sont pas nécessairement démocratiques, je parle de la Chine en l'occurrence, mais pèsent de tout leur poids sur les questions internationales. L'Algérie, pour l'instant, essaie de se positionner, mais effectivement, le poids économique et militaire n'est pas suffisamment important pour que le pays puisse peser diplomatiquement. Omar Ait Mortal, sur cette instabilité à l'intérieur, si je ne me trompe pas, il y a eu 4 ministres des Affaires étrangères, au moins 3, en tout cas, on les oublie tellement. Il y a eu plusieurs premiers ministres en 5 ans. Il y a aussi cette question souvent, on fait le lien de cette question de ce système illégitime, instable, ce fossé aux yeux avec le peuple, qui donne cette image aussi. Et une question, donc, avoir votre avis là-dessus. Est-ce que justement, peut-être d'un point de vue général, et là, il s'agit de l'Algérie, mais souvent dans ces régions africaines, on a ces régimes, ces pouvoirs parfois donc qui manquent de légitimité, il y a une certaine instabilité, qui vont peut-être, je dis bien peut-être, c'est une question, aller chercher une certaine légitimité à l'extérieur. Chaban, je n'ai pas envie d'apparaître comme mauvais Algérien ou de considérer notre ami Gamel comme bon Algérien. Force de constater que notre pays, l'Algérie, est isolé et puis elle a perdu toute influence en Afrique. C'est une réalité. On n'a plus d'amis d'abord comme voisins. Et puis, cette visite des Américains,
ils ne sont pas venus faire du tourisme, ni exporter la démocratie en Afrique. Ils sont venus pour leurs intérêts. On sait pourquoi d'ailleurs, la matière première dans le Sahel. Et puis, il est hors de question de laisser les Russes qui veulent remplacer les Français pour profiter de ces minerais. C'est tout. Donc, ce n'est pas pour faire du tourisme ou pour les beaux yeux de l'Algérie ou je ne sais qui. Donc, ils sont venus pour leurs intérêts. Et puis, les Américains, quand ils se déplacent, et ils donnent des ordres. C'est le gendarme de la planète. Par contre, l'Algérie aujourd'hui, elle va être entre le marteau et l'enclume. On a été pro-russe. Voilà ce qui est dangereux. La visite de Tebboune en Russie, où il dit à Poutine, vous êtes l'ami de l'humanité. Bon, c'est grave. Comme à Tizouzon lui a dit, vous êtes un génie. Et quelqu'un qui lui a dit, vous êtes un génie. Le problème aujourd'hui, on va être l'allié des Russes ou des Américains. On ne sait pas sur quel pied danser. Vous savez, la quincaillerie russe qu'on a acheté à des milliards, aujourd'hui à 18 milliards de dollars de quincaillerie russe. Il suffit de bloquer la pièce de rechange, t'as ni avion, ni char, ni rien du tout. Donc, nous sommes un pays en réalité faible. On doit d'abord conforter à l'intérieur, construire une économie. On doit être absolument patriote et pas nationaliste. On arrête ces fantasmes, ces discours, ces faux discours et tout ça. On doit, une élection présidentielle, vous savez, nous sommes à un mois et demi d'une élection. Personne ne s'intéresse. On fait une campagne électorale au mois d'août. On se moque des gens. Voilà le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de valider la succession de Tebboune, faire un deuxième mandat ou pas, ou participer à cette mascarade? Il n'y a aucun débat. Voilà le problème de notre pays. On doit absolument revoir nos copies. Aujourd'hui, malheureusement, quand je vois le manifeste, donc le communiqué écrit par les 11 personnes que je salue, qui sont les 11 personnes courageuses, voilà la situation réelle de l'Algérie. On doit tous demander à ce que le pouvoir soit remis en question. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas parce qu'on aime l'Algérie, parce que nous sommes patriotes. Le deuxième mandat de Tebboune va faire rentrer l'Algérie dans le grand noir parce qu'il est dans le noir déjà. Voilà la réalité du pays. Donc, les étrangers ne te respectent pas. À part, tu crois que les chancelleries étrangères en Algérie ne savent pas qu'il y a une mascarade qui se prépare. Ils ne savent pas qu'on fait une danse du ventre au peuple. Ils ne savent pas qu'à Tizi Ouzou, ils ont été... La ville était annexée pour montrer des images de Tebboune en Kabylie. On lui dit, vous êtes un génie. C'est terrible, ça. Donc, il faut revoir nos copies. Les Algériens ne sont pas cons. Il ne faut pas continuer à insulter leur intelligence. Ça suffit. Karim Kébir, sur cette visite, on peut penser, on pense bien que le chef du commandement américain, donc Michael Langlais, s'est rendu en Algérie dans un intérêt bien évidemment américain. Qu'est-ce que peut gagner l'Algérie dans cette rencontre hier, rencontre aussi particulière? Essayez un peu d'avoir les deux éléments en tête, particulière, car en parallèle aussi sur la forme, en pleine période tout de même électorale, Abdelmadjid Tebboune a reçu ce responsable militaire américain, des médias aussi qu'on fait pas mal du tout, donc pour parler encore une fois d'une certaine victoire. Karim Kébir. Algérien, des Wagner. Oui, alors Karim Kébir, est-ce que Karim Kébir est avec nous? Non, on va essayer de le rappeler. Merci aux équipes en régie. Gamal Abina, cette visite américaine hier, qu'est-ce que selon vous, ça peut, dans un contexte aussi, une certaine diplomatie algérienne que vous connaissez, hein, il y a eu quand même pas mal de manquements, peut-être un manque aussi d'intérêt, de développement pour le pays. Qu'est-ce que cela peut apporter? Le terrorisme a beaucoup été évoqué, vous le disiez tout à l'heure, hein, vous releviez effectivement le fait que le Mali aussi a dit clairement qu'il entretenait, c'est peut-être pas le mot encore une fois, mais
le terrorisme. Beaucoup d'Algériens sont malheureusement souvent sous 87 bis classés terroristes aussi. Les Américains sont aussi classés aujourd'hui de terroristes avec leur connivence et leur relation avec Israël. Comment vous analysez cette visite pour l'Algérie notamment? Et déjà, ça marque une chose. Tout à fait. Ça marque une chose, c'est que l'Algérie a toujours eu un positionnement équilibré malgré tout, même si ça penche un peu à l'est, entre les États-Unis et la Russie, pour des raisons historiques. Les États-Unis ont été un des artisans de la décolonisation, politiquement parlant. Ils ont soutenu cette démarche. Ils ont considéré, c'est Kennedy d'ailleurs qui était le premier à dire que l'Algérie devait être indépendante. Et effectivement, la relation algéro-américaine est une relation qui est relativement cordiale. On voit bien qu'il y a même parfois des manœuvres militaires entre les États-Unis et l'Algérie au niveau maritime. Ce qui se passe, c'est que la négociation, alors on voit bien qu'avec la Russie, c'est l'entente cordiale pour ne pas dire plus. C'est une grande entente, je veux dire, c'est pas l'entente cordiale, on va beaucoup plus loin que ça. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a actuellement un marchandage en position géopolitique. Pourquoi? Parce que l'Algérie étant le plus grand pays africain, le plus grand pays arabe, parce que l'Algérie étant une sorte de nouveau gardien de la région. On sait que militairement, bien que ne produisant pas beaucoup d'armement, elle est quand même en mesure, avec plus de 200 milliards de dollars d'armement achetés en 20 ans, de pouvoir garantir une certaine stabilité. C'est le pays qui est le plus stable pour le coup de la région. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'affrontement. Tous ces éléments, même s'il y a des tensions politiques, elles ne conduisent pas à ce genre de violence. Bien au contraire, on a vu le Hirak, qui s'est passé de façon extraordinaire d'ailleurs. Et donc les États-Unis n'ont pas perdu de vue cette réalité. L'Algérie est un laboratoire qui avait démarré son Hirak très longtemps avant, le 5 octobre 88. Tout cela est pris dans l'état-major américain et ils veulent négocier avec les Algériens qui ont une voix forte. Là, c'est intéressant par rapport au Niger, quand ils ont dit à la CEDEAO, vous n'intervenez pas militairement, c'est quand même pas anodin. Ils veulent négocier effectivement une sorte de statu quo, de positionnement entre l'Africom, qui est donc une force américaine qui remplace les forces européennes, littéralement, puisqu'elles ont failli. L'opération Takuba, Berkane, Serval, tout ça, c'est un échec. Et ils disent aux Algériens, ben, vous avez une réforme de la Constitution, vous pouvez intervenir. Ils veulent pousser à l'intervention et nous pouvons collaborer. Donc c'est vraiment un rapport où il y a de l'autre côté, on sait, les Russes avec leurs différentes groupes constitués comme Wagner qui interviennent, il y a les Algériens qui n'interviennent pas mais qui garantissent une certaine stabilité, et les Américains qui voudraient effectivement essayer de stabiliser la région à leur profit. Donc chacun y voit son intérêt, et l'Algérie joue finement sa partition dans la mesure où elle écoute tout le monde et prend ses décisions plus ou moins sereinement, j'allais dire, et de façon souveraine. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter. Il y a toujours une sorte d'équilibre entre l'Est et l'Ouest de l'Algérie qui ne s'est jamais froissé avec les États-Unis, ni vraiment avec l'Europe en vérité, parce que ça se passe bien avec certains pays européens, d'autres moins bien, et pas du tout avec la Russie ou la Chine. Donc l'Algérie est devenue une sorte de médian qui permet à la fois de tirer un avantage pour le pays, on l'espère, et surtout à ses interlocuteurs d'avoir un véritable pays avec lequel on peut discuter. Il n'y a pas de rupture du tout consommée. Qui que ce soit ne rompt pas définitivement avec l'Algérie, même pas l'Espagne d'ailleurs. On m'arrête Mortal sur le positionnement de l'Algérie, de cette diplomatie, notamment celle d'Abdelmadjid Tebboune. On sait qu'effectivement, entre 2013 et 2019, il n'y avait plus de président en Algérie puisque Abdelaziz Bouteflika était malheureusement très malade. Cette position, justement, la Chine, la Russie, Wagner, un coup, comment vous qualifiez cette position de l'Algérie? Est-ce que réellement elle a été productive aussi, ou est-ce qu'elle n'a pas justement isolé et créé encore plus d'échecs à ce niveau-là pour le pays? Non, l'Algérie n'est pas isolée, elle n'existe pas du tout. Il y a une triangulaire, c'est les Américains qui sont venus donc avertir l'Algérie. Ils utilisent l'espace aérien, les bases dans le sud et tout ça, Janet et tout. Et puis Wagner, que l'Algérie a aidé, ça c'est la vérité. Ils se sont trompés et nous avons mis à dos donc les Russes et les Chinois qui travaillent ensemble. N'oubliez pas la France. Vous croyez que la France va quitter comme ça, va laisser ses intérêts au Sahel? Pas du tout. Donc nous sommes entre le marteau et l'enclume. Il n'y a aucune diplomatie. Malheureusement, nous sommes isolés déjà de par le Niger et le Mali. Le Mali ne veut plus entendre parler d'Alger. Ça a été poussé bien sûr par les Émirats et tout ça, on le sait. Je ne cherche pas les causes, mais la réalité. Et puis, Haftar à l'Est, nous sommes... Voilà les erreurs de l'Algérie. L'Algérie est d'accord avec une moitié de la Libye, alors qu'il faut être d'accord avec le peuple libyen. Ce n'est pas ce qu'on a... Et puis nous sommes absents, on n'a aucune influence en Libye, contrairement à la Turquie, aux Émirats, à la France, aux États-Unis. Tout le monde a l'Algérie voisin, on n'a pas d'influence. Et puis, ne parlons pas de l'Ouest.
l'Ouest, que les Marocains, c'est l'ennemi juré. Et puis, vous avez la Mauritanie, qui a fait faux banc plusieurs fois. Donc, la Mauritanie, elle va avoir de bonnes relations avec le Maroc, avec tout le monde, avec l'Algérie, tout ça. Elle ne sait pas sur quel pied danser. L'Algérie est dans une situation alarmante. On ne peut pas continuer comme ça. Et tu rajoutes à cela les mascarades électorales, les légitimités du pouvoir. Donc ce pouvoir va emmener l'Algérie dans le grand noir. Parlons du deuxième mandat de Tebboune. C'est pour ça qu'il faut absolument saluer donc le courage des 11 personnes qui ont signé ce manifeste. Donc Tabou, Mohsen Abbas, l'Askari, tout ça, Madame Sadat. C'est vraiment la réalité du terrain. Il faut que le peuple fasse un contrat moral avec l'armée. On doit soutenir notre armée pour protéger ensemble ce pays. Ce n'est pas une critique que je suis en train de formuler, malheureusement. Donc, je suis patriote, j'aime ce pays. Donc, ils sont en train de nous diriger dans le grand noir. C'est ça la réalité du terrain. On ne peut pas continuer avec les Kouavareba et tout ça. Il a fait plein d'erreurs. Donc, il a insulté tout le monde. Mais on a des problèmes avec tout le monde, avec les Émiratis, avec les Espagnols, avec qui tu veux. Ça suffit. On doit être un pays respectable. On ne peut pas être un pays respectable sans réhabiliter la politique en Algérie. Respecter d'abord son peuple. Merci. Voilà. Merci Karim Kébir. Pardonnez-moi Omar et Mortal, on a réussi à joindre puisque le réseau est aussi compliqué en Algérie. Karim Kébir est avec nous. Karim Kébir, d'abord peut-être parce que vous êtes bien évidemment homme de médias, journaliste. On est en pleine, on essaie juste de comprendre encore une fois sans spéculer, mais on a encore hier Abdelmadjid Tebboune n'était pas spécialement obligé de recevoir, d'aller à la rencontre donc de ce représentant américain. Les médias en font beaucoup depuis hier avec des mots assez important. Est-ce qu'on peut y voir aussi ici un tapage médiatique en pleine campagne électorale? Est-ce que le pouvoir n'en fait pas trop? Et puis derrière ça, sauf peut-être, vous allez me dire le contraire, mais il n'y a pas eu effectivement d'échange, de débat, d'analyse dans ce sens pour voir un peu ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, notamment dans cette rencontre. Non, de toutes les façons, ce n'est pas le seul événement que les médias autour duquel ils font un tapage. De toutes les façons, on l'a vu avec les visites, ou bien les discours, ou bien qui sont retenus en boucle. Bon, ça c'est un peu dans l'ambiance générale. Depuis quelques années, de toutes les façons, c'est la même chose. Donc, je pense que cette visite du patron de l'Africom ne fait pas exception. Même si par ailleurs, c'est une visite, bon, certes, qui n'est pas ordinaire, bien entendu, au regard du rang de responsable, mais c'est déjà des visites, ce n'est pas la première fois en tout cas que les commandants de l'Africom viennent en Algérie, parce qu'il y a effectivement une grande coopération en matière sécuritaire entre l'Algérie et les États-Unis depuis longtemps. Donc il y a un échange d'informations, il y a des trucs même, je pense, sur le plan opérationnel, comme il a cité d'ailleurs. Donc, surtout dans le contexte actuel, avec le retrait des États-Unis du Niger, le froid qui s'est installé entre l'Algérie et le Mali. Donc, si vous voulez, elle a son importance, cette visite. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas au point d'en faire un truc extraordinaire. Mais c'est l'habitude de notre, si on peut le qualifier ainsi, notre système médiatique aujourd'hui, qui font la propagande à chaque événement qui survient, voilà. Quand on entend ce représentant américain qui revient effectivement sur le rôle pivot, le rôle pilier, l'importance de l'Algérie notamment sur le combat contre le terrorisme. Terrorisme, c'est malheureusement, enfin c'est quelque chose d'assez grave, mais c'est aussi quelque chose qui est utilisé en fonction des États. Certains aussi en qualifient d'autres. Je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, notamment actuellement concernant Gaza, sont mal placés, mais aussi le pouvoir algérien, puisque dans ces articles, n'importe qui s'exprime demain peut être qualifié de terroriste. Ça vous sourit, ça vous fait sourire, ça, le fait qu'à un moment donné, on se renvoie la parole entre diplomates sur cette terminologie de terrorisme?
Mais bien sûr, c'est un sérieux problème, notamment l'article 87 bis du Code pénal. De toute façon, c'est un article qui a été dénoncé par tout le monde, en tout cas du moins les défenseurs des droits de l'homme, il y a même les organismes internationaux, il y a les juristes, les avocats. Mais comme vous l'avez bien cité, effectivement, faute d'une définition précise, même si par ailleurs au niveau de l'ONU, on lui a attribué une définition, il reste qu'au regard de ce qui se passe à travers le monde, c'est une comment dire, on le sert à toutes les sauces, en tout cas du moins pour beaucoup de régimes. On a vu comment les États-Unis classent et déclassent des États en fonction de leur servilité. Je pense notamment au Soudan, qui avait normalisé ses relations avec Israël et qui a été retiré de la liste des États terroristes. On a vu comment ils qualifient par exemple le Hamas palestinien, qui est considéré comme une organisation terroriste, mais qui est perçu par les États islamiques et les pays arabes en tout cas comme un mouvement de résistance. C'est le cas par exemple du Maroc, qui accuse le Polisario d'être une organisation terroriste, alors que pour nous c'est un mouvement qui lutte pour son autodétermination. Donc chaque pays parfois justement à cette terminologie pour essayer pour neutraliser particulièrement les gens ou les entités qui n'agréent pas ou dont ils ne souhaitent pas l'existence. Voilà, donc c'est une définition à géométrie variable. Donc c'est pourquoi je pense que il faut absolument justement parvenir à une définition assez précise sur le terrorisme. Il ne doit pas être utilisé à tort et à travers pour justifier des actions contre des entités ou bien empêcher des gens à s'exprimer ou à faire de l'opposition, qui n'est pas tabou. L'opposition politique, c'est un exercice. Donc chacun a le droit de ne pas être d'accord avec les orientations du pouvoir. Donc nous avons beaucoup à faire justement pour changer cet article. Merci Karim Kebir d'avoir été avec nous. Gamal Abina, dernière intervention avec vous avant de on écoutera Omar El Mortal. Il nous reste encore 5 petites minutes. Comment vous voyez ce contexte actuel, notamment en Algérie? Il y a des présidentielles en Tunisie, je crois, aussi en octobre prochain. En tout cas, en septembre, c'est le 7 septembre. Comment, vu de votre œil, vous voyez cette date? On sent tout de même un désintérêt total pour le peuple. Les médias sont assez fermés, silencieux. Il n'y a pas cet engouement qu'on devrait avoir sur un pays continent comme l'Algérie. Comment vous analysez ce contexte? Dans quel environnement sont en train de vivre les Algériens sur cette date du 7 septembre? En même temps, bon, c'est les vacances, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire une élection avec une grande campagne pendant les vacances. C'est vrai que la date n'est pas malheureusement pas très intéressante en termes calendaires. Par contre, je voudrais quand même revenir sur l'histoire du terrorisme, parce qu'il faut quand même dire les termes tels qu'ils sont. On est toujours les terroristes des uns et les résistants des autres. Simplement de rappeler que le terrorisme qui existe d'État ou de terrorisme de groupes militaires, c'est une action politique qui a été inaugurée en France entre 93 et 94 à la Révolution. Une action politique une action violente politique qui frappe et tue des civils en vue d'un résultat politique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit quelqu'un qui est terroriste, c'est pour dire que c'est un monstre. Le problème, c'est qu'Israël aujourd'hui est un État terroriste. Il terrorise une population en les bombardant du ciel. Je vois pas vraiment la grande différence qu'il peut y avoir entre envoyer une bombe du ciel lâchement sans être atteint ou un homme qui a porté une bombe dans un marché en étant atteint lui-même. La question, c'est pas de savoir si le terrorisme est bien, c'est que l'action terroriste est une action qui a été utilisée par tous les États de la planète, malheureusement. Mais vous comprenez que les Algériens sont confrontés, même vous d'ailleurs, vous pourriez aussi l'être demain, au 87 bis qui classe, d'ailleurs ça a été repris et dénoncé, tout le monde peut être classé de terroriste aujourd'hui en appartenant soit à un groupe politique, à une association. Vous comprenez ça? Vous pensez que c'est plutôt abusé?
c'est une action destinée à disqualifier l'adversaire, c'est classique, mais je veux dire, les États-Unis, quand ils vont mettre le Soudan, et c'était dit tout à l'heure, comme État terroriste jusqu'au jour où le Soudan reconnaît Israël et accepte de composer avec l'Amérique en livrant Carlos, il ne devient plus terroriste. Donc c'est vraiment une plaisanterie, il faut être un peu sérieux. Est-ce que le pouvoir algérien ne devrait pas, comme l'ONU lui a demandé, enfin, plusieurs ont exhorté ce souhait d'enlever ce terme de terrorisme sur notamment l'expression, l'action politique, etc. Je pense que vous l'avez lu, cet article à maintes reprises. Vous le qualifiez comment, émanant du pouvoir algérien aujourd'hui? Déjà, pour être très clair, je dirais pas que le pouvoir algérien est terroriste, faut pas non plus délirer. Il n'y a pas eu ce qu'on a vu en 91 où effectivement c'était un massacre sans comparaison. Mais je dirais simplement, c'est vrai que chaque État a tendance à utiliser ça pour disqualifier l'adversaire. Et je ne peux pas accepter que l'ONU, plutôt pas l'ONU, les États-Unis et l'Europe plutôt, qui soutiennent l'État le plus terroriste de la Terre, à savoir Israël, viennent expliquer à d'autres pays qu'ils ne doivent pas utiliser ces termes-là. La terminologie est tellement ridicule, c'est une façon de disqualifier un adversaire en disant qu'il pratique des actes de barbarie. Mais en vérité, la colonisation est un terrorisme, la colonisation israélienne est un terrorisme, les bombardements de l'Irak par les États-Unis c'est du terrorisme, mais c'est du terrorisme d'État. C'est pour ça que je pose la question. En l'occurrence, les Algériens ne bombardent pas, enfin en s'exprimant sur Facebook, ne bombardent personne. C'était ça un peu ma question. Alors oui, justement, je vais répondre directement à votre question. Je pense que, parce que vous faites référence au MAC par exemple, qui est une organisation séparatiste, je pense que ce qui a déclenché cet article par rapport au MAC, c'est que le président du MAC, pour lequel je n'ai qu'une sympathie, a quand même dit une fois, et c'est quand même grave, qu'il fallait prendre les armes. Quand on dit ça, à ce moment-là, ça renvoie immédiatement aux années 90 et à un trauma commun. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de grave. Est-ce que c'est terroriste? Je ne sais pas, mais par contre, un appel à l'insurrection, c'est quelque chose qui peut coûter à un pays. Donc je peux comprendre la démarche. Moi, je suis pas tellement pour ce genre de qualificatif, c'est un peu trop excessif, mais il est vrai que quand on appelle à prendre les armes, là, c'est quelque chose de très grave qui n'est pas pardonnable. Merci. Omar El Mortal, merci Gamal Abina. Omar El Mortal, vous avez une petite minute. Je vais devoir rendre l'antenne, mais je sais que vous pouvez le faire en 40 secondes. Merci. Je dis à M. Abina que Farhat Mahni est mon frère et il n'est pas terroriste. Donc le MAC n'est pas une organisation terroriste, comme d'ailleurs Rachid qui n'est pas une organisation terroriste. Un État terroriste, c'est celui qui fait des rafles. Vous avez cette semaine plus de 20 personnes ramassées à Béjaïa. Donc, Mira Mokonachi, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une prof à l'université, monsieur. Elle n'a rien fait. C'est une terroriste aussi. Donc, il faut revoir ses copies. On doit s'asseoir autour d'une table. Je salue encore le courage de Karim Tabou et de Mohsin Belabbas, de Boumala, qui ont fait ce communiqué malgré la peur. Et je demande au peuple algérien, si jamais ils sont convoqués, il faut sortir dans la rue. Dans le 20 août 56, le 20 août 2024, on sortira dans Paris comme c'était dans le temps. Voilà ce qu'il faut, monsieur. Le 20 août, on y reviendra sur cette date. Vous l'évoquiez effectivement il y a quelques jours sur nos antennes. Omar El Mortal, merci. Gamal Abina, merci infiniment. Et puis Karim Kebir, journaliste en Algérie, merci infiniment. L'équipe technique, merci de m'avoir accompagné pour réaliser techniquement cette émission. Dans quelques instants, Jamaluddin Benchenouf, mon ami et confrère, juste derrière, c'est Al-Omr. Je crois que c'est Salim Salhi, si je ne me trompe pas. Vous avez rendez-vous aussi avec Mohamed Bachouch et puis Lotfi de Bolcanon que j'embrasse. Bonne soirée à tous et je vous dis à demain, je l'espère.